Un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV pour un nouvel épisode d'On se dit tout. Et aujourd'hui, ce qu'on vous promet, c'est de remettre les choses dans leur contexte et à leur place pour être plus serein et sereine au quotidien. Dans un petit moment, on va parler du travail quand il prend trop de place dans votre vie. Mais là, tout de suite, ce que je vous propose, c'est de faire le point sur ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on prend trop soin des autres au point de s'oublier. On en parle tout de suite avec vous. Amel Hassoun, comment ça va, Amel? Parfaitement bien. Tout va bien? Plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors vous êtes coach scolaire parental et coach de vie aussi. Et on ne parle pas beaucoup de cette charge émotionnelle parce que ça a toujours été considéré très positif de prendre soin des autres, d'être gentil en fait. Or, être gentil, ça coûte. Ça coûte beaucoup à la personne, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est vrai, c'est une éducation, prendre soin de l'autre. Surtout nous les femmes, c'est presque un rôle qui nous est attribué d'office. On prend soin des enfants, on prend soin du mari, on prend soin de la belle famille, on prend soin de tout le monde. Qui c'est qui prend soin de nous? Si nous, on s'occupe pas de nous-mêmes. Et culturellement, c'est mal vu de dire, moi, je prends du temps pour moi je prends soin de moi. C'est pas encore complètement ancré dans les mœurs. Et c'est quelque chose qui devrait être installé. C'est-à-dire, même à l'école, on devrait dire aux enfants, allez, on arrête, on prend soin de soi. Pour pouvoir être meilleur pour les autres. C'est ça ce qui... Absolument. C'est qu'on nous apprend à être au service de l'autre, être empathique vis-à-vis de l'autre, mais pas vis-à-vis de soi. Ouais, il y a l'abnégation de soi. Oui, on peut en arriver jusque-là, parce que culturellement, c'est ça, et dans l'éducation. Mais moi, j'aime bien l'image de l'avion. On vous dit, quand on est dans un avion et quand il y a un éventuel, une turbulence, ou plutôt un crash, on vous dit, mettez le masque d'abord pour vous-même et ensuite vous le mettez, même si c'est votre enfant. C'est-à-dire qu'on prend soin d'abord de nous pour pouvoir prendre soin des autres. C'est vraiment une image pour moi qui est très forte. C'était choquant pour moi quand j'ai vu ça la première fois, la démonstration. Prendre d'abord moi, parce j'aurais eu tendance à mettre le masque d'abord à mon enfant ou à la personne à côté, parce que c'est naturel. Mais non, on prend d'abord soin de nous pour prendre soin des autres. Et c'est vraiment dans la vie, quand on instaure ce fonctionnement-là, on est meilleur pour les autres. Une maman, une épouse qui prend soin d'elle, ce n'est pas une personne égoïste. Parce qu'on confond l'égoïsme avec le fait de tout donner. On peut encore mieux donner quand on a pris pour soi, quand on a rempli son vase, quand on s'est fait du bien, quand on a pris des petits moments pour soi-même. Absolument. C'est très important. Alors, d'abord, comment on peut aider les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui se retrouvent dans cette situation? Certaines en sont conscientes. Il arrive un moment où les personnes, et elles me disent, j'ai dû prendre soin tellement de mes parents, tellement prendre soin de ma famille, de mes enfants, etc. Et puis quand ça allait mal, personne n'était là pour moi, par exemple. Ou je vais mal parce que je n'ai pas de temps pour moi. Certaines personnes en sont conscientes, d'autres n'en sont pas encore conscientes. Ouais. Est-ce qu'il y a des indicateurs quand même pour ouvrir les yeux? On ne demande pas aux gens de devenir méchants aujourd'hui, mais on leur demande tout simplement de prendre soin d'eux, peut-être pour pouvoir plus prendre soin des autres, comme vous le dites si bien. Très meilleur. Très souvent, on entend dire je suis fatiguée, j'en peux plus, je passe par une mauvaise période, mais on n'arrive pas à identifier ce qui ne va pas. Et la charge émotionnelle, c'est comme si c'était une boîte aux lettres. Où il y a beaucoup de courriers qui arrivent et on oublie de l'ouvrir et d'aller voir ce qui se passe dans cette boîte aux lettres. Donc il y a beaucoup d'indicateurs, mais on n'arrive pas à y aller. Et c'est tout un travail que d'aller voir. Bien sûr, les personnes qui sentent qu'elles se ferment, qu'elles sont anxieuses, qu'elles ne font plus les choses avec plaisir. Ça, c'est un indicateur. Si je le fais bzzz, parce que je suis obligée de le faire, il y a des choses par devoir, il y a des choses qu'on fait par responsabilité. On est maman, on a des charges, on n'y peut rien. Mais il y a aussi des choses qu'on fait parce que le jour où on le fait, on sent qu'il n'y a plus de plaisir. C'est comme ça, je le fais, je me sens mal. Ça ne nourrit pas ce besoin de contribuer.
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, il est important de s'asseoir avec soi-même, de prendre du temps. C'est pas tout le monde qui sait le faire, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire et qu'on peut apprendre à faire. Parce que on a le devoir, moi je dirais plus qu'on doit et on peut, on a le devoir de le faire parce que c'est la façon dont on va prendre soin de nous qui va se répercuter sur les autres. L'énergie n'est pas la même quand je fais parce que j'ai un élan de contribution, parce que j'ai envie de contribuer au bien-être des autres, ou bien parce que je suis obligée, parce qu'on m'a éduquée comme ça et je n'ai pas le choix. Vraiment, c'est ce choix-là, ce choix d'aller nourrir son besoin de contribution qui est très important. Alors, dans un petit moment, on va parler d'outils pour essayer de rebondir facilement, non, mais essayer d'avoir justement ces petits outils pour rebondir. Mais avant, moi, j'aimerais bien qu'on voit qu'est-ce que dans notre éducation, en fait, ou dans l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, qui va inhiber cette capacité plus tard à s'affirmer en quelque sorte. Bien sûr. C'est il faut que tu fasses sois gentil. Sois gentil, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Bien sûr, il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Quand on éduque, c'est pour que la personne puisse socialiser, pour qu'elle puisse vivre dans un contexte social, parce que nous sommes des animaux sociaux. Ouais. Donc c'est normal qu'on nous donne, qu'on nous transmette. Mais en même temps, c'est pas au point de faire abstraction, de nous couper de nos besoins à nous, de nos sentiments, parce que nos sentiments, c'est juste les indicateurs. Sentiments positifs, mes besoins sont nourris. Sentiments négatifs, mes besoins ne sont pas nourris. Et le besoin, c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Il n'y a pas que l'on soit blanc, noir de l'Europe du Nord ou d'Afrique du Sud. Nous sommes des humains et tout humain a des besoins et a des émotions qui sont... Voilà. Alors après, on sait les écouter, on sait les distinguer, on apprend à les lire, on apprend à les comprendre, à les détecter. Je suis traversée par un mal-être, mais je ne sais pas ce qui se passe en moi. Si je n'ai pas ce radar intérieur qui est travaillé et mis connecté, ben forcément, je vais passer à côté d'un tas de choses. Mon corps qui crie. Et je ne sais pas, et peut-être que je vais mélanger quelque chose qui s'est passé au travail, j'arrive avec une charge émotionnelle et je vais la déverser en famille, ou l'inverse, je vis des choses compliquées dans ma famille et je vais déverser cette charge émotionnelle dans mon travail. Donc vraiment, quand on apprend à un enfant à se connecter à ses émotions, à les identifier, il y a beaucoup d'établissements maintenant qui apprennent aux enfants à identifier les émotions. On a ces petits émoticônes qui nous rappellent qu'il y a des émotions. Hein. C'est déjà pas mal. Des fois, on parle pas, on envoie un smiley, et ça dit un petit peu notre état intérieur. Eh ben, c'est pareil pour ce qui se passe à l'intérieur. Il est important de s'asseoir, d'aller nous connecter à nous-mêmes et d'aller questionner ce qui se passe en nous. Surtout quand on sent qu'il y a cette fatigue. Ça serait beaucoup plus intéressant de le faire régulièrement, comme on fait du sport, comme on s'alimente, il y a des choses qui se font régulièrement. Ben, ça devrait être une hygiène de vie que de s'installer en face de soi-même et de se dire qu'est-ce qui se passe en moi. Pourquoi je me sens comme ça? D'abord, identifier mes sentiments. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est à quoi est-ce que ça fait référence? Et bien sûr, quels sont les besoins qui sont un peu plus bas et qui ne sont pas nourris ou qui sont nourris? Et je suis joyeuse et je suis heureuse. Voilà. Est-ce que c'est important de savoir dire non? Bien Est-ce qu'il faut apprendre à dire non? Parce que c'est ça l'outil principal. Ça, c'est un des outils, apprendre à dire non. Parce que chez nous, c'est aide de dire non. Et on va trouver toutes les stratégies possibles et imaginables pour éviter de dire non. On va manipuler, on va perdre notre crédibilité. On ne se rend pas compte. Mais on ne peut pas dire non. Alors que quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on dit oui à autre chose. Quand on dit non à un enfant, quand on lui dit non, tu peux pas sortir, on dit oui à sa sécurité. Quand on dit non à une partie de la demande, ça veut dire qu'on dit oui à autre chose. D'accord? Quand on dit oui au respect de soi, au respect de son rythme, au respect de ses besoins, c'est aussi important. Oui, on devrait apprendre à dire aux personnes comment dire non, parce qu'en général on dit oui, et un jour on explose.
Et on dit un non, mais alors là, pas le bon nom. Pas le bon nom, absolument. Ça va aller au clash, ça va aller. Mais si on apprend à dire non correctement, avec une communication bienveillante, bien sûr. Ça serait bien qu'on consacre un épisode à ça. Apprendre à dire non. Apprendre à dire Il non. ne suffit pas de dire non, mais il y a... À quoi est-ce qu'on dit oui quand on dit non? À quoi est-ce qu'on dit oui quand on dit non? Absolument. Amal, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir de vous écouter parler. Voilà, donc c'était un plaisir. Merci, en douceur. Et alors justement, on va continuer à présent un autre sujet. C'est celui, quand le travail prend trop de place, c'est aussi peut-être parfois l'incapacité de la personne à dire non, à dire stop. Bien sûr. Donc on va en parler avec Maryam Lehlo. Merci beaucoup Amal. Merci Yasmine. On reste ensemble. Et donc voilà, lorsque mon travail prend trop de place, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout quand ce sont les autres, ceux qui nous entourent, qui nous le disent. On en parle tout de suite avec vous, Maryam Lehlo, vous êtes coach, un plaisir de vous avoir, également conférencière. Comment ça va, Maryam? Très bien, Yasmine, c'est un plaisir de te voir à chaque fois. Plaisir partagé. Alors, justement, cette histoire, en fait, c'est pas évident quand même, parce que par principe, le travail prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en moyenne, on travaille 8 heures par jour. Oui. Et donc, on a 8 heures de sommeil, ça fait déjà 16 heures parties entre le travail et ça vous fait rire. Qu'est-ce qui reste comme heure de vie ensuite? On fait le calcul. Il ne reste pas beaucoup, finalement. D'emblée, le travail prend beaucoup de temps dans notre vie. Aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles communications, Internet, etc., on a notre travail sur le téléphone, les mails qui arrivent en week-end, en semaine, etc., en vacances. Donc, ça veut dire quoi aujourd'hui? Mon travail prend trop de place. Déjà, cette question, elle est relative à chaque personne. Parce que le travail prend trop de place entre Yasmine qui le dit, Maryam qui le dit, Mohsin qui le dit. C'est peut-être 3 significations différentes. Ça dépend de nos responsabilités, nos métiers. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont tellement passionnés par leur travail qu'ils ne regardent pas la montre. Et très souvent, c'est leur époux, c'est leur conjoint, c'est leurs enfants qui les appellent, qui leur disent « Papa, maman, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore au bureau, je termine des dossiers. » Et tu l'as bien dit, 8 heures, c'est une moyenne. Il y en a qui travaillent 7 heures, il y en a qui travaillent 10 heures par jour. Mais il y a des études très sérieuses qui montrent que quand on travaille régulièrement, au-delà de 40 heures, 45 heures au travail, il y a des risques accrus de maladies cardiovasculaires et des risques d'AVC. Tout simplement parce qu'on ne se donne pas assez le temps de bouger, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Et très souvent, moi, je rencontre autour de moi des gens qui se plaignent d'être des hyperactifs, des workaholics, comme le nom l'indique, l'anglo-saxon workaholic, addict au travail, addict à la performance. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, tu l'as dit, c'est quelqu'un de leur entourage qui les a avisés qu'ils travaillent trop. Mais si ça dépendait d'eux, ils resteraient au bureau le samedi, le dimanche, et très souvent, ils emmènent des dossiers à la maison. Une fois le repas de dîner terminé, et encore, c'est le téléphone accroché. Mais est-ce que ces gens aiment ça? Est-ce que ces personnes aiment ça, ou elles sont obligées de le faire? Parce que quand vous parlez justement à ce profil, la réponse est je n'ai pas le choix. Je suis obligée de travailler comme ça. Enfin voilà quoi, j'ai pas le choix, je dois travailler. Je te donne une anecdote. J'étais en séminaire le week-end dernier, un séminaire de développement personnel avec différents managers de différentes entreprises. Et une, sans citer l'entreprise, mais ils se reconnaîtront, qui gère une partie production, etc. C'était un samedi. Elle regardait tout le temps son téléphone. Je lui ai dit, écoute, Iman, ça va? Enfin, on est déconnectés. Elle me dit non. Comme il est en silencieux et que je dois rester joignable, je surveille si quelqu'un m'a appelé. Okay. Donc, c'est être en mode alerte même le week-end. Il y a des fonctions, tu as raison Yasmine, qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'éteindre leur mobile, même le soir. On peut les mobiliser à minuit, à 2 heures du matin. C'est des fonctions de production, de maintenance. C'est des services très particuliers au sein de l'entreprise ou de certaines organisations. Et même le week-end, parce qu'il y a des arrivées de camions, des départs de camions, des clients qui chargent ou qui déchargent à un moment donné du week-end. Donc, ils doivent rester joignables s'ils doivent passer un coup de fil à quelqu'un pour ne pas interrompre le flux
et la chaîne, parce que autrement dit, ils risquent d'arriver le lundi et voir qu'il s'est passé énormément de choses le week-end et qu'ils ne se sont pas rendus compte. Donc ceux-là n'ont pas le choix, mais tout de suite, moi je peux te dire qu'ils ont des niveaux de stress extrêmement élevés. On parle de stress secondaire et tertiaire, donc on n'est plus dans la prévention, on est déjà dans la guérison, dans le traitement, pas forcément avec des médicaments, mais ils se plaignent de tension musculaire, ils doivent rendre visite à leur kiné régulièrement, ils se plaignent de maux de dos. Vous savez, ce que le corps n'exprime pas, ou ce qu'il n'a pas le temps d'exprimer, il l'imprime, et ce sont des émotions qui s'impriment. Alors, vraiment, c'est important, je travaille trop. On me dit que je travaille trop, ça questionne 3 choses. Ça questionne mon rapport au travail. Est-ce que enfant, est-ce que adolescent, j'ai été biberonnée dans un environnement qui me dit la valeur travail, la valeur travail, la valeur travail, il faut que tu travailles pour que tu réussisses, parce qu'on se rend compte que chez certaines personnes, c'est des convictions familiales ou personnelles ou des valeurs ancrées de travail. Ouais. Et donc le travail, c'est leur religion. Alors quand vous dites enfant, ado, biberonné à la valeur travail, c'est travail, devoir, école ou c'est devoir. Travail, dans notre famille, on a travaillé. Pour réussir, il faut travailler. C'est des convictions, des valeurs qui descendent de leurs grands-parents, de leurs parents à eux, qui sont imprimées dans leur système et c'est difficile de les déprogrammer. Parce que là, on parle de convictions profondes. Dans notre famille, on croit au dur labeur. Dans notre famille, il faut gagner rizq al-halal. Dans notre famille, il ne faut pas compter ses heures de travail, il faut se dépasser pour les autres. Et là, je peux vous dire que on touche quelque chose à leur identité, à quelque chose qu'ils héritent de valeurs familiales. D'autres, c'est beaucoup plus pour faire plaisir à l'autre. Ils ont un manager exigeant, ils ont un chef exigeant, ils ont un boss qui vient d'arriver, ils doivent marquer des points avec lui. Vous savez que avant Covid et même surtout après Covid, il y a des restructurations, des réorganisations, des fois nécessaires, liées à des difficultés économiques de secteur, etc. Donc, là, ils font juste leurs horaires de travail normaux et qui soient mal vus par des nouveaux boss, des nouveaux managers. Donc, quelque part, marquer leur territoire, on est là, on travaille, on est sérieux. Évaluez-nous positivement à la fin d'année. Et puis, c'est mal vu de faire que 16 heures, en fait. La vérité dans certaines entreprises, c'est faire, et on le dit, c'est pas moi qui le dis, moi je suis que coach intervenante dans les organisations, donc on nous appelle comme des sapeurs-pompiers, comme des guérisseurs, comme des thérapeutes. Mais je leur dis très souvent, si c'est une valeur intrinsèque, vous êtes cohérent avec vous-même. Si c'est imposé par les autres, mais que vous, ça vous tiraille, ça vous demande de faire un sacrifice personnel. Il y a des managers qui me disent, je rentre tous les soirs chez moi, Mariam, à 10h du soir. J'ai pas le temps de voir mes enfants. Mes enfants, systématiquement, sont couchés quand je rentre, je fais quoi? Là, je sens une détresse. Là, le fait d'être déséquilibré, rythme privé, rythme professionnel, ça commence à leur jouer des tours dans leur mariage et même dans leur rôle de parents, et ils commencent à sentir la culpabilité et la démotivation. Là, c'est la pente glissante, c'est pas bon. Il faut revisiter. Il y a des divorces à cause de ça. Il peut y avoir des divorces à cause de ça. Il peut y avoir tout simplement des dépressions ou des burn-out à cause de ça. Parce qu'on a négligé sa capacité de détente et de déconnexion. Parce qu'on ne connaît pas assez ses capacités corporelles. Tu sais qu'il y a plein de gens, Yasmine, qui ne connaissent pas leurs limites. On dit très souvent dans un langage de coaching sportif, you have to push your limits. Tu dois te dépasser, etc. Oui, ponctuellement. Si je suis auditeur ou comptable, il y a par exemple les fins de mois qui sont dures. Mais ça, je le sais, je suis programmée pour me dire il y a 3 jours par mois, 4 jours par mois où je dois faire peut-être des nuits blanches, me dépasser, il y aura de l'urgence. Mais je ne peux pas être un être humain normalement constitué et être en urgence permanente et me sentir comme si j'allais sauver des vies, comme si j'étais en train d'opérer sur un bloc opératoire. Même les chirurgiens qui sauvent des vies ne peuvent pas sauver des vies en permanence de 8h du matin à 10h du soir sans prendre le temps de se ressourcer, de remobiliser les ressources, de se recharger. Nous sommes des êtres humains. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a marqué chez un coach que je suis, chez un coach américain que je suis. Il dit que la vie est une dualité. Donc, si je veux être performant, il faut que je m'accorde des pauses. Si je ne m'accorde pas des pauses, des récupérations régulières, je ne peux pas être performant régulièrement. Et comme nous, dans notre vie de professionnel et même personnel, on ne court pas des sprints, on court des marathons. C'est-à-dire on a envie de rester des années avec l'entreprise, de livrer en continu. Moi, je n'ai pas envie de livrer un mois et tomber malade un mois.
puis de livrer un autre mois et de présenter des congés maladie ou parce que je suis bloquée du dos, etc. Et très souvent dans l'entreprise, il y a une montée de l'absentéisme ou des congés maladie ou des visites médicales, tout simplement parce que les personnes ne connaissent pas leurs capacités, n'ont pas pris le temps de se recharger, négligent ce temps de récupération le week-end et le soir. Ils ne se connaissent pas soi, parce que ces personnes, je pense, enfin je ne suis pas spécialiste, je vous pose la question, elles ne savent pas vraiment, elles sont incapables de détecter qu'est-ce qui peut les sortir, qu'est-ce qui peut les ressourcer. Tu sais, en intelligence émotionnelle, Yasmine, on dit qu'il faut avoir conscience de soi. Si je commence à sentir que j'ai des tachycardies régulières, que j'ai des problèmes de ballonnement réguliers, ça c'est ce qu'on appelle déjà des signaux faibles, mais s'ils se répètent dans le temps. J'ai une fatigue chronique, parce que je deviens agressif, je deviens parano. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de récupérer. Les gens qui deviennent agressifs et qui se disent « Waouh, tu as vu, je le reconnais plus, c'est dingue, tu as vu, il est sur la défensive, il est trop sensible, il prend les choses personnellement, etc. » Mais c'est un signal qui doit nous dire peut-être qu'il travaille trop et qu'il n'a pas le temps de se reposer, de récupérer. Peut-être qu'il ne récupère pas la nuit, il n'a pas une bonne qualité de sommeil, il ne fait pas de sport, il ne passe pas de temps à voir ses amis, à aller au cinéma, à prendre un restaurant en famille. Et du coup, il donne, mais il ne reçoit pas, il ne se recharge pas. Donc à un moment donné, il commence à faire des erreurs au travail. Il commence à devenir désagréable avec ses collègues. Il commence à reprocher aux autres. Il leur dit, mais il devient insensible et il devient ingérable. Donc avant d'en arriver là, et avant que les autres commencent à vous dire « Ah ouais, mais là, ton rapport, je ne comprends pas, ça va, tu es bien ?» Il y a des erreurs d'inattention. Avant que vos collègues se plaignent de votre agressivité ou de votre côté susceptible, on se pose « Quelle est ma relation au travail? Est-ce que je le fais parce que j'aime ce travail ou c'est juste un besoin alimentaire? Très bien. Quelle est ma relation à mon boss? Est-ce que je fais les choses par conviction ou pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je sais négocier des délais? Qu'est-ce que ça me coûte si de temps en temps, on me dit tu dois rendre ce travail demain à 8 heures? Qu'est-ce que ça me coûte à négocier un temps supplémentaire pour rendre un travail de qualité, peut-être avoir le temps de me relire, de me reposer, etc. Est-ce que je suis obligée de rester tous les jours à 22 heures? Est-ce que ça ne questionne pas le fait que je ne délègue pas assez à mes collègues? Parce qu'il y a des gens qui prennent tout. Ils se disent le travail ne sera pas bien fait. Ils vont faire des erreurs. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte quand vous ne faites pas confiance à vos équipes et que du coup, vous vous chargez les épaules? Les épaules msaken, à un moment donné, ils vont craquer. Mais le surinvestissement professionnel, Mrim, est valorisé en fait. Et ne pas s'investir beaucoup professionnellement est très mal vu. Alors, c'est culturel. Et chaque culture d'entreprise est différente. Des fois, vous savez, c'est des impressions qu'on a, c'est des préjugés qu'on a. L'entreprise, et je dis bien l'entreprise et vos managers, ont intérêt à vous garder en bonne santé, en bonne forme très longtemps. Pourquoi? Parce que si vous êtes un talent, si vous êtes cette perle rare, si vous êtes indispensable, et je pense sincèrement que personne n'est indispensable, c'est plutôt une croyance, on se le dit pour se valoriser, etc., tant mieux si ça booste notre estime de soi. Mais réellement, posez-vous la question, est-ce que l'entreprise va continuer à fonctionner sans vous? Est-ce qu'ils peuvent vous remplacer? Oui. Est-ce que si vous tombez malade, ou s'il arrive, si on est des femmes, on part en congé maternité, est-ce que l'entreprise va continuer à tourner? Bien sûr. Ok. Si on a besoin de prendre des congés 3 semaines, est-ce que je peux partir en congé, me déconnecter tranquillement si je n'ai pas appris à déléguer avec mes équipes, si je ne les ai pas responsabilisées avant? Donc, bien sûr, on peut montrer qu'on est investi sans pour autant en faire trop, sans pour autant passer à l'extrême, parce que là, on passe, excusez-moi le terme, pour des personnes qui n'ont pas de personnalité, vous savez, parce que je veux bien montrer quand il est nécessaire et important que je suis là, s'il y a une urgence, que je suis là sur des sujets importants que je ne peux pas déléguer, la stratégie, la vision, le plan d'action, que je suis là si des clients étrangers ou si par exemple je suis commercial, les clients qui réalisent avec nous les plus grands chiffres d'affaires, c'est moi qui dois être au rendez-vous et piloter la réunion. Mais je ne suis pas obligée d'être là partout. Sinon, à quoi me sert d'avoir une équipe? À quoi ça me sert de recruter? Si moi, je me fatigue, est-ce qu'il vaut mieux pour l'entreprise que je sois en pleine forme pour faire attention que la machine est bien huilée ou que tout fonctionne correctement, ou que je tombe malade 1 fois sur 10 ou 2 fois sur 10? Et dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui va être pénalisée. Donc, qu'on se pose les bonnes questions. Alors, il y a quand même l'option où vous avez le chef d'équipe qui est comme ça,
et qui impose ce rythme-là, mais ça c'est tout un sujet. D'ailleurs, on arrive à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. On aura l'occasion, j'espère, de le programmer ensemble. Mariam. Avec plaisir. Parce que ça c'est compliqué quand on a un boss qui est comme ça, qui presse les gens comme des citrons. D'une part, deux qui est au bureau tous les soirs jusqu'à 22h et qui ne comprend pas que son équipe rentre à 18h. Voilà. Et bien justement, un manager qui sera formé aux neurosciences, à l'intelligence émotionnelle, comprendra qu'ils peuvent faire leurs heures et donner le meilleur d'eux-mêmes et comprendra aussi qu'il faut être flexible, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire ailleurs, dans d'autres temps, que chacun a son rythme. Mariam El Hello, merci. En tout cas, vous avez donné directement la réponse. Merci. Beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Un grand merci à toute l'équipe en régie et à vous qui nous suivez sur Média TV et sur mediantv.com. À très vite. Au revoir.